Salut les swing dancers, c'est Julien pour Blabla Swing et aujourd'hui on est en présence de Jérémy. Salut Jérémy, comme d'habitude, est-ce que tu veux bien te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours? Bonjour à tous, je suis Jérémy F. Marron, je suis musicien de jazz professionnel. Je joue de l'accordéon, de la batterie, du washboard et de la guitare rythmique. Et je suis jaloux. J'aimerais bien faire C'est ne serait-ce l'accordéon. comme... Oui, bah en plus, mon père en faisait. Mon frère a récupéré qui fait le jingle de Blabla Swing, il a récupéré l'accordéon, il en met des fois un petit peu sur ses morceaux. Euh, alors, tu joues de plein d'instruments. Est-ce que dans tous ceux que tu viens d'évoquer, il y en a quand même un que tu as un peu... Tu as un instrument de prédilection, comme on dit? De fait, je pense que c'est l'accordéon, parce Mhm. que c'est pas mon premier, j'ai commencé par la guitare quand j'étais jeune, même si j'ai commencé assez tard la musique. Mais c'est celui que j'ai le plus étudié, en fait, celui avec lequel j'étais au conservatoire. Et même si, en fait, maintenant je joue plus de batterie, parce que c'est toujours compliqué de trouver des gens qui veulent jouer avec toi quand tu joues de l'accordéon, Ouais. mais je pense que c'est l'instrument que je joue le mieux. C'est pas mon préféré parce que je pense que j'ai pas de préféré, mais disons que c'est celui qui me manque quand je joue pas, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Eh ben... Alors, j'ai regardé un petit peu tous les groupes dans lesquels tu es. Bon, ben là, il va falloir prendre des médicaments pour se calmer, hein, parce que la liste, elle est immense. Et ça en très peu de temps, donc ça montre que tu es très prolifique. Euh, tu sens qu'il y a une sorte d'urgence swing. Est-ce que c'est un truc, en ce moment, tu es là-dedans, dans C'est rigolo que tu le présentes comme ça. une envie Euh, de multiplier les idées, les projets? alors, le terme d'urgence, c'est assez rigolo parce que je pense que oui, qu'inconsciemment, il y a une urgence. Comme je disais, j'ai commencé tard la musique, donc j'ai l'impression que j'ai du temps à rattraper, quoi. Mais c'est surtout aussi. C'est pas toujours facile de se rendre compte que quand on fait du jazz, c'est pas comme un groupe de rock. Et si tu regardes l'effectif des groupes avec lesquels je joue, c'est souvent les mêmes personnes, en fait. Mhm. Du coup, comme en plus je fais du jazz traditionnel ou classique, c'est souvent des répertoires qui sont liés soit à une période, à un lieu, à un instrument, à un musicien en particulier. Mhm. Du coup, c'est des projets qu'on monte et qui nous permettent aussi de faire le métier. C'est-à-dire qu'avoir un groupe, c'est pas possible pour faire le métier finalement. Ouais. Ou alors vraiment être connu, ce qui n'est pas mon cas, et être dans un espèce de, entre guillemets, star system, ce qui n'est pas mon cas non plus. Mais ceci dit, on fait quand même souvent la blague que j'ai beaucoup de groupes, donc je pense que j'ai un peu cette maladie-là quand même. Mais j'ai quand même un noyau dur de musiciens avec qui je joue qui sont quand même souvent ces groupes-là, quoi. Mhm. Et j'essuie aussi des fois des groupes qui marchent pas pour des raisons, je sais pas, parce que c'est difficile à vendre, parce que les musiciens sont pas autant impliqués qu'on voudrait, que les gens se déplacent ou donc je fais les choses toujours un petit peu grosses aussi, je pense, hein. Donc quand je monte le groupe, j'en fais beaucoup, donc ils sont voyants, mais ils sont pas forcément tous très actifs, et il y en a qui sont plus actifs, je Ouais, pense que ouais, plus j'imagine. particulièrement. Par exemple, de Spicy Shrimp Club, j'ai Alors, plus vu quoi que ce soit. alors ça c'est un groupe qu'on a monté avec mon pote Gabi, avec qui je joue depuis longtemps maintenant, et qui est un espèce de revival d'adolescence. C'était un groupe de ska en fait, mais Mhm. de ska vraiment première vague, donc il y a toujours ce côté tradition. Et ça a été un peu un péplum pour le monter, remonter, l'effectif a changé, c'est invendable parce que c'est pas assez du jazz ou c'est pas assez du rock. Et la difficulté quand t'as un groupe comme ça un peu rock, c'est que tes musiciens sont quand même des musiciens pros, et que quand t'appelles un lieu de rock pour jouer, que tu leur dis bah, c'est 200 boules par musicien, Ouais. ça marche pas, quoi. Donc c'était un peu compliqué, et c'est vrai que quand on fait le boulot, comme je disais, on est un peu obligé de placer son énergie dans les groupes professionnels en fait. Et celui-là, on n'en était pas un vraiment, mais c'est un peu un regret quand même. En tout cas, c'était bien cool. Ouais, j'aime bien. Je kiffe écouter les shrimps. Et ben, justement, alors j'ai noté le No One But Five, le Dixie Dixit Washboard 4,
J'ai peut-être écorché le Dixie-lexique. Dixie-lexique. Ah voilà. C'est un jeu de mots entre dyslexique voilà, mais, et le lexique du Dixieland. Ça va faire rigoler ma compagne, parce que, à chaque fois elle dit que je suis dyslexique. Alice, coucou. Le dernier en date, les Starship Stompers, Oui. donc qui est une ode aux musiques de films geeks de science-fiction des Ça, années c'est 80. vraiment le nerd qui s'assume en moi. Pareil, ça, c'est un projet de création qui n'est pas forcément représentatif de mon travail en essence, parce que je sais pas si je vais arriver à le vendre déjà, parce que c'est un projet où on ne joue que de la musique issue d'œuvres de science-fiction en jazz traditionnel. À savoir que les gens qui écoutent particulièrement le jazz traditionnel ne sont pas particulièrement fans de science-fiction, et les fans de science-fiction pas forcément fans de jazz traditionnel. Mais bon, voilà, c'est pareil avec Gabi, on a monté ça parce que c'est un peu nous quand même. Le No One But Five, je suis pas officiellement dans l'orchestre. C'est un quintet qui des fois fait appel à moi parce que pareil, c'est les copains. Quand il y a le budget, ils m'appellent, et c'est un des orchestres avec lesquels je préfère jouer, je pense. Parce que c'est des copains, que la musique est quand même super chouette. Mais j'ai récupéré les informations sur le collectif Moldy Figs. Oui. Avec la belle explication du nom. On encourage les auditeurs à aller sur le site du collectif Moldy Figs pour lire cette explication. Et donc là, j'avais répertorié tout un tas de morceaux. Pour revenir sur les Starship Stompers, qui est tout frais, le son est sorti il y a seulement quelques jours. Pour donner peut-être un peu envie, donc on a droit à des fabuleuses reprises de Gremlins, Retour vers le futur, E.T., Alien, Jurassic Park, Star Trek, la série originale, ouais. Et Waterworld. Et Waterworld, qui est pas attendu. Personne ne reconnaît. Et pourtant, donc voilà, on a du lourd. Allez jeter vos deux oreilles là-dessus, c'est vraiment super. On a le triptyque cinéphilie, geek, jazz, c'est parfait. Donc t'as plein d'autres projets, jazz et Java. Ça c'est, je pense, le projet le plus vieux, qui a pas mal évolué et qui est peut-être assez représentatif de mon travail, parce que c'est un répertoire entièrement constitué autour de l'accordéon jazz. Ouais. J'essaye de persuader les gens que ça existe, ce qui n'est pas facile. Ouais. Du coup, c'est un projet que je porte depuis un petit moment, dont je suis, entre guillemets, le chef. J'ai la chance d'avoir Jean-François Bonnel avec moi dans l'orchestre, Gabriel Manzanek, mon collègue depuis longtemps, Élise Sud depuis quelque temps au tuba, ce qui fait un orchestre assez étrange en fait. On a Stéphane Zef-Richard qui nous rejoint dès qu'on peut à la batterie. J'ai une formule en trio que j'appelle triade, ça c'est un peu une blague parce que le bassiste est vietnamien, donc avec Gabi sa tête un peu exotique et la mienne qui l'est pas du tout, on rigole sur ce truc là, et je joue aussi en duet qu'avec Gabi, et je suis en train de travailler un répertoire solo du même ordre en fait sur l'accordéon jazz. Donc c'est le projet qui, je pense, en termes de chef, est le plus important pour moi en fait, parce que c'est celui où l'instrument vraiment que je joue, où je joue aussi de la guitare dedans. D'accord. Et des fois du washboard aussi quand on joue en trio. Alors effectivement, l'accordéon dans les registres jazz swing, est relié au monde des danseurs. Moi, le seul dans ma culture qui me vient à l'esprit, ce serait Clifton Chenier, c'est ça ? Ouais, qui est plutôt Zariko ou ce genre de musique-là, qui est assez tardive et assez typique quand même de la Louisiane, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est ça, ouais, du Zydeco et du coup, quels autres artistes tu pourrais nous conseiller ? Déjà, c'est rigolo que tu cites je trouve un artiste aussi étrange pour la scène, parce que je crois que déjà le style musical qui porte au moins 3 noms, Zydeco, Zariko, et il y en a un troisième. Moi je connaissais Zydeco. Ouais. Alors Zariko, c'est une chanson, un standard de chez eux qui s'appelle Les haricots sont pas salés, je crois. D'accord. À vérifier, mais il me semble que c'est ça l'info. Parce qu'ils chantent en français, en cajun. En cajun, donc ouais. Voilà. Une musique que j'aime beaucoup, mais que c'est assez difficile d'aborder quand tu n'as pas de référence en fait, parce qu'en France, ce qui est drôle, parce que c'est francophone, mais on n'a pas très accès. Je disais que c'est surprenant parce qu'en France, on a cette culture-là quand même. Django, dont on parlait tout à l'heure, a joué avec des accordéonistes. Gus Viseur a inventé le jazz à l'accordéon pour beaucoup de gens, ce qui n'est pas complètement faux évidemment. On a toute une scène qui vient aussi de la musette au sens
positif du terme. Je pense à Joe Priva, Tony Murena, dont tout le monde connaît les valses en fait. Genre Indifférence par exemple, que tout le monde connaît. Et du coup, on a beaucoup cette culture-là en France, mais j'avoue que je me penche plus vers les Américains, parce que, pour des raisons esthétiques et de goût en fait. Et personne trop le sait, mais Count Basie a commencé dans un orchestre où il y avait un accordéon en fait. L'orchestre de Benny Moten en fait avait à l'accordéon Buster Moten, son frère. D'accord. Alors certains disent que c'est parce que c'est son frère qui jouait. Mais le fait est qu'historiquement, à cette époque-là déjà, à Kansas City, avant la période swing quand même, il y avait de l'accordéon dans le jazz. Et puis Cornel Smeltzer a enregistré avec Duke Ellington Accordion Joe en 1930. Ça reste pour moi une pièce historique. Enfin, c'est bien. D'accord. Et après, il y en a, enfin moi j'en connais plein, forcément parce que c'est ma musique, mais Benny Goodman a enregistré avec des accordéonistes et des trucs bien. La vibraphoniste de George Shearing jouait de l'accordéon, là j'ai oublié son nom, mais ça risque de me revenir plus tard. Je suis très fan de Joe Mooney, qui avait un quartet où il chantait une musique swing très blanche, très arrangée, un peu lisse, mais super originale, avec des arrangements tirés par les cheveux qui sonnent très très bien. Art Van Damme, qui faisait une espèce entre swing et cool. Il y a un son super caractéristique, ça joue terrible aussi. Avec un vibraphone aussi. C'est comme, là pour moi maintenant tout de suite, c'est comme s'il y avait tout un pan qui venait s'ouvrir à aller creuser et aller farfouiner, écouter tout ça, parce que c'est vrai que je connais pas du tout. Pour citer Jean-François Bonnel, mais le jazz, ça se joue avec n'importe quel instrument. Du coup, en sachant qu'en France, on est les seuls à pas aimer l'accordéon, alors que tout le monde croit que c'est un instrument qu'on a inventé. C'est vrai que ça nous colle à la peau, ça, et la baguette. Et en fait, l'accordéon est pratique, c'est un des instruments, alors là je prêche pour ma paroisse, mais qui est un des plus faciles à jouer en fait, parce qu'il est conçu d'une façon, mais d'une logique. Il est à la fois facile comme le piano et la guitare, c'est-à-dire qu'il a les deux facilités des deux instruments. Donc en fait, c'est pas très compliqué à apprendre. On est vite virtuose parce que le clavier est très pensé. C'est chiant à trimballer, mais franchement, pour le registre que ça a, c'est pas gros. Et donc en fait, toutes les autres cultures sont appropriées et le jazz n'est pas passé à travers. C'est pas possible, quoi. Ouais. D'accord. Tu prêches très bien pour ta paroisse. Je t'enverrai les références. Donc tu as plein d'autres groupes. Tu disais que parfois c'est autour d'un instrument comme Jazz et Java avec l'accordéon, parfois c'est autour d'un musicien. Je me souviens vous avoir vu avec le Small Swing Machine, avec un concept autour de Lionel Hampton, c'était ça ? Alors à la base, je crois que c'est sur la collaboration entre Goodman et Hampton. Ouais, d'accord, voilà, c'était ça. Du coup, il y a Renaud Perret à la clarinette et Thierry Lutz au vibraphone. Moi, je les ai rejoints assez tardivement, de ce que je crois, par rapport à l'existence de l'orchestre, où il y a eu une chanteuse, parce qu'ils ont imaginé, ce que je trouvais ça assez sympathique, une collaboration imaginaire entre Marilyn Monroe et Benny Goodman. Donc il y avait ce truc-là qui était assez malin. Moi, je les ai rejoints, donc du coup, c'est maintenant vraiment devenu un hommage d'hommage, parce que on a vraiment cette direction de faire la musique de Benny Goodman, Lionel Hampton, Gene Krupa qui était batteur, Charlie Christian avec Gaby à la guitare, et maintenant on a Marie Gautran qui nous rejoint de temps en temps, donc on a toutes les panels du trio, quartet, quintet connu de Benny Goodman, donc on peut embrasser genre vraiment toute la musique de Benny Goodman, ce qui est assez chouette. Oh, yes. Il y a du boulot. Et alors, ces groupes, on les a, avec joie parfois, croisés sur des événements de danse. Tu as eu plusieurs fois l'occasion de performer pour ce type d'événement. Qu'est-ce qui change principalement quand tu joues plutôt pour un public de mélomanes plutôt qu'un public de danseurs ? Qu'est-ce qui, en tant que musicien, est-ce qu'il y a une... J'aurais tendance à dire que les danseurs sont plutôt mélomanes. Disons que je préfère les penser mélomanes, vu leur pratique. Le truc fondamental, c'est que j'ai l'impression de revenir à ce qui était une force pour moi du jazz pendant longtemps, à savoir que c'est une musique de tradition et de culture, donc il y a un intérêt seulement à l'écoute, par sa richesse en fait, et en même temps, c'est une musique d'artisan,
parce qu'elle servait à une époque où le disque n'existait pas. Donc quand il fallait faire danser, il fallait un orchestre. C'est assez basique, mais quand il fallait se marier, il fallait un orchestre. Donc je trouve qu'on a vraiment cette dialectique entre l'art et l'artisan, en fait, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, moi, dans l'art en général, particulièrement en musique. Et avoir la réaction du public d'une musique qui est faite pour danser, qui en plus danse. Enfin, moi je me souviens une fois, je crois que c'est le premier bal que j'ai fait, je crois que je remplaçais Zef à la batterie dans les Shoeshiner, il me semble. Et je me souviens que le public, donc les danseurs, en donnaient le tempo qu'ils voulaient. Et du coup, Alice au chant s'est retournée, a réfléchi dans sa tête, genre quel morceau, on joue celui-là, et c'est pas nous qui avons donné le tempo, quoi. C'est pas nous qui avons donné le départ. C'était vraiment une claque pour moi parce que je me suis dit, genre la musique sert à quelque chose. En même temps, quand il y a eu un super chorus de solistes, les gens ont applaudi. Ou quand la musique monte, comme ça se fait dans le swing, où il y a une intensité qui monte, on entend les gens réagir, c'est super agréable en fait d'avoir ce rapport qui maintenant n'existe quasiment que sur les scènes de musique amplifiée ou actuelle ou rock pour faire des grands clichés. Et le jazz c'était ça quand même, enfin il me semble quoi. Et c'est un truc que j'apprécie particulièrement. Et j'aime bien voir danser. Du coup, honnêtement, c'est agréable d'avoir un public qui danse parce que c'est beau, simplement, je trouve. Et puis, il y a un parallèle, je trouve, entre vraiment la musique et enfin, quand je vous vois faire des battles ou tenter des trucs qui marchent ou qui marchent pas, enfin, je me vois faire un chorus, faire des 4-4 avec quelqu'un et me dire oh, cette phrase, je la ferai plus jamais, ou je la refais le fois suivant parce que j'étais presque, ou je vois le jeu aussi avec certains musiciens avec qui j'ai une affinité, ou quand je vous vois danser à deux nous c'est tout pareil hein. Et puis des même le concept de routine et des fois ça marche pas. Des fois nos impros ne marchent pas et des fois on fait des trucs préétablis et ça marche, des fois pas top. Enfin, c'est vrai que c'est assez similaire en fait dans l'approche. J'ai adoré l'idée de la routine, ça m'a tellement fait penser aux standards de jazz de Buff en fait, que vous ayez des danses comme référence que tout le monde a, qu'on peut faire sur certains morceaux. Alors j'ai pas super bien compris encore si c'était les morceaux ou les tempos, enfin les tempi pardon. Mais en tout cas j'aime bien le principe de routine où quand quelqu'un annonce une danse, tout le monde se met en ligne et le fait ensemble. Ça me fait vraiment penser à genre qu'est-ce qu'on joue, tu connais celui-là Ah ouais. Mais c'est vrai. Il y a des parallèles vraiment rigolos quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très apprécié ça. Et du coup, tu as commencé à orienter ton jazz pour les danseurs il y a déjà quelques temps. Pas que pour eux, hein, mais en tout cas, tu fais partie de cette scène-là depuis quelques temps. Et est-ce que tu as observé des changements sur ces échanges entre la scène des musiciens et la scène des danseurs, entre le moment où tu as fait ton premier concert avec les chouchous et puis aujourd'hui? Alors déjà quand même, pour préciser, je suis pas sûr que j'oriente ma musique pour les danseurs. Simplement parce que en essence... mal exprimé, non mais je trouve que c'est quand même intéressant, c'est un truc que j'ai entendu dans les autres podcasts que tu as fait, par exemple cette question-là en fait, et c'est rigolo parce que je me suis jamais posé la question comme ça, simplement parce que pour moi la musique jazz est une musique de danse. Alors on peut chipoter sur jusqu'à quand c'est du jazz, est-ce que le free jazz machin et tout, mais de fait, alors je dirais au moins jusqu'au free jazz, pour moi c'est une musique de danse. D'ailleurs j'ai cru comprendre qu'il y a quasiment un nom de danse associé, parce que genre il y a pas longtemps j'ai découvert le West Coast qui est un style musical. Bon apparemment ça n'a pas de rapport avec la danse, mais c'est quand même rigolo que bop, même Jitterbug c'est tout ça, donc pour moi c'est intimement lié. Ce qui change dans ma pratique c'est peut-être les tempi. Parce que je sais qu'en fonction de certaines écoles, en fonction de certains danseurs, et en règle générale, il faut faire gaffe sur certains tempi. Mais disons que quand on est un musicien de jazz, on connaît beaucoup de morceaux, et que, à moins vraiment que ça soit compliqué à cause du style en particulier, de l'instrument ou du musicien, mais bon, j'y crois pas trop, on se pose pas tellement la question. Je pense à Small Swing Machine où il y a beaucoup de tempo up. Quand on a joué pour les danseurs... on a pris un peu moins rapide les tempos et des fois on a pris vite pour vous épuiser et puis sinon on en a pris d'autres. Enfin, c'est pas...
C'est c'est pas une contrainte. Du coup, je me pose pas la question comme ça. J'ai même envie de dire que je préfère ne pas me poser la question, parce qu'un des toutes petites critiques que je ferais à la scène swing de danseurs, c'est que elle a oublié beaucoup de choses historiques, je trouve. Hein. Oui, oui. Et du coup, je préfère pas aller dans ce chemin-là, parce que alors moi j'ai une démarche assez traditionnaliste, je pense, hein, sur cette musique-là, mais j'ai pas envie par exemple de faire gaffe à la durée des morceaux. Alors je vais pas faire des morceaux d'un quart d'heure, comme de toute façon la musique que je fais s'y prête pas tellement, mais je sais que les danseurs pardon, n'aiment pas trop les temps trop longs de danse. Moi je pense qu'à l'époque les morceaux duraient longtemps et que le format 3 minutes 30 vient des disques, donc je me pose pas la question de la durée par exemple. Tu vois, je sais qu'il y a des orchestres qui font ça. Et je suis pas sûr que ça m'intéresserait de ne jouer que pour les danseurs. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais donc je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ouais, clairement. Mais si, parce que tu as répondu sur moi, ce qui m'intéressait, c'était si tu avais pu déceler des changements, oui. Des changements ou une forme d'évolution, justement. En fait, quand tu joues du jazz de manière générale et pour tout le monde, et quand tu as pu, les fois où tu as pu jouer pour les danseurs, est-ce que tu as noté une intensité plus forte, ou est-ce que au contraire, en termes de musicalité, par exemple, qui est un mot un peu fourre-tout et valise, mais est-ce que tu sens que les danseurs, parfois, sont un peu aux fraises par rapport à ce que vous jouez, c'est-à-dire qu'ils sont que sur la pulse, par exemple, mais qu'ils ne pipent pas... les autres couches musicales que vous faites, par exemple, est-ce que ça c'est quelque chose que vous ressentez, je sais pas comment ça se passe de votre côté. Alors déjà sur l'évolution, je pense que comme moi j'ai grandi aussi depuis le début de ma pratique musicale qui est quand même pas très vieille, et alors depuis ma pratique musicale avec les danseurs qui l'ont encore moins, je pense que moi-même j'ai appris des choses et découvert des trucs, donc je pense que c'est pas très objectif. J'ai l'impression que tout le monde est de plus en plus cultivé et à un niveau de plus en plus grand. J'ai vu quelques danseurs, il y a des danseurs que je vois depuis quelques temps, où je vois danser de mieux en mieux, mais je pense qu'ils disent que je joue de mieux en mieux, enfin j'espère. Ouais. Mais oui, ça va de pair, donc ça va un peu de pair. Ensuite, peut-être dans les différences que je vois, c'est d'un individu à l'autre, d'un danseur ou danseuse à l'autre, ou d'une école de danse que je fréquente en tant que musicien, je danse pas. Je vois des différences, ouais. Je vois des différences esthétiques, de connaissances, de culture, de goût esthétique, je pense aussi. Ce qui pourrait passer pour moi pour de la connaissance, mais du coup ça serait péjoratif. mais ouais, je vois des différences, mais je vois plus de différences d'un individu ou éventuellement d'une école à l'autre, quoi. D'accord, ouais. Ah, tu vois, j'avais pas imaginé qu'on pouvait percevoir ça. Je crois que déjà d'une école à l'autre, il y a des professeurs différents, donc il y a forcément des individus différents avec des goûts, un bagage technique, un bagage culturel, un mode de vie différent aussi. Une patte qui est différente. Oui, carrément. Mais en même temps, quand on voyage d'un orchestre à l'autre, c'est pareil. Je me suis rarement dit un orchestre joue moins bien qu'un autre en fait. Je me suis dit tiens, c'est rigolo, je voyais pas ça comme ça. Tu as déjà assisté à des ce qu'on appelle des stages de danse où en fait il y a à chaque fois des groupes qui viennent J'ai des fois eu la chance d'apercevoir quelques cours. Donc j'ai une vague idée de comment vous travaillez, ou du moins comment les profs font travailler. Parce que je sais pas comment en tant que danseur professionnel ou en tout cas en amateur très éclairé on travaille en fait. Mais je pense que peu de gens savent comment je travaille quand je suis à la maison de mon instrument, donc je pense que c'est un peu du même ordre. Mais sinon non, j'ai jamais assisté, j'entends beaucoup parler quand je parle avec les danseurs de festivals qui sont souvent liés à des temps de pratique assez importants, ou dans tes podcasts il y a beaucoup de gens qui parlent de festivals où ils passent du temps à apprendre, ce qui est rigolo pour moi parce que c'est assez rare en musique. Enfin, je n'ai pas trop idée de gens qui sont partis une semaine dans un festival pour travailler un instrument. Ça se fait plus en classique peut-être, mais c'est peut-être une idée que j'ai, je sais pas. Mais non, j'ai pas trop conscience de ça. Ou alors j'en ai en posant des questions aux danseurs, parce que je suis bavard et que je pose des questions aux danseurs, j'aime bien. Particulièrement quand je dois jouer, je pose toujours des questions. Mais de
de revêtir des chaussures de danse. Alors, ma réponse est un peu biaisée parce que je pense que la danse que j'aimerais bien faire, c'est les claquettes. Ah ouais, bah tu peux, il y en a. Ouais, mais alors là, je vais faire une réponse de lambda de feignant, c'est que ça prend du temps, c'est pas facile. Pratiquer à la maison, c'est compliqué. Tu sais, enfin, je fais de la musique toute la Ah journée. oui, c'est vrai, ouais. Je crois que ça fait plus de bruit. Tes voisins sont ok. Je remercie mes voisins s'ils m'entendent. Après la batterie, après non, l'accordéon. Mais honnêtement, je pense qu'à un moment claquettes. donné, ça va trop me travailler pour que je le fasse pas. Mais c'est vrai que c'est du temps. Je suis musicien donc pauvre, donc toujours le côté financier qui me freine. Même si j'ai acheté 2 batteries cet été, ça m'a pas freiné tellement. Mais oui, il faudrait. Honnêtement, il faudrait. Je me dis systématiquement ça quand j'ai la chance de jouer avec Alice Martinez, ou de l'avoir joué, enfin chanté, pareil, et faire 3-4 pas pour se donner le tempo, avoir conscience de ce que vous dansez, de vos contraintes, je pense que c'est vachement bien pour jouer pour vous, en fait, Ouais, simplement. Ouais, de savoir un triple step, ça vous donne un peu la mesure de oh là celui-là il va piquer en triple step, ou au contraire ça va être cool. Ouais. Mais c'est pour revenir un petit peu sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur ces histoires de tempo pour les danseurs ou donné par les danseurs. Il y a un truc, j'ai l'impression, moi, qui est en train de s'opérer depuis quelque temps, c'est que on a de plus en plus la trouille des tempos forts, quoi, en fait, des tempos un peu élevés. C'est drôle, je ressens la même chose sans être autant que toi, je pense, dans le truc. Alors moi, j'ai toujours mis ça sur le fait que quand je regarde des vidéos de danseurs et qu'ils dansent des danses qu'on ne dit pas à tempo up, à des tempo up, c'est-à-dire que on parlait d'une vidéo tout à l'heure avant d'enregistrer où il me semble que c'est du Lindy Hop et ça joue vite. Enfin, genre, oui, on parlait d'Elsa Popin. Ça danse vite, quoi. Ah, genre, et alors j'ai toujours mis ça sur le fait que les gens qu'on voit à la télé ou sur YouTube, c'est des gens qui dansent bien, donc qui ont une maîtrise technique, et que les gens pour qui je joue, en général, parce qu'il y a toujours des gens qui dansent très 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 bien et qui nous scient à chaque fois qu'on joue pour eux, mais en général on essaye de jouer pour tout le monde, quoi. Donc on baisse un peu les tempi pour pas que ça limite le nombre de danseurs. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'entre nous, c'est le truc. Genre, il n'y a pas beaucoup de danseurs, on baisse le tempo. Genre, faites gaffe, on accélère. Il y a des gens qui s'en vont pas des trucs un peu comme ça, qui est rigolo, mais oui, c'est drôle, mais on a peur des tempo up. Mais après, j'ai envie de dire que c'est un peu normal. C'est pas facile de jouer et de danser vite, j'imagine. Ça doit, ouais, je pense que la frayeur vient du fait que on doit, je crois, majoritairement se dire qu'on va manquer de souffle, manquer de technique, que ça va aller trop vite pour nous, et du coup on n'ose pas trop. Dès que l'orchestre commence à... Et chez les danseurs de swing, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que il y a 2 phénomènes. C'est que si ça va vraiment très vite, il va y avoir une jam qui va se mettre en place, parce que ça va tellement vite qu'on va pas vouloir faire toute la chanson soi-même avec un partenaire, donc on va aller juste encourager un coup, puis peut-être rentrer nous-mêmes. Soit on va basculer sur une autre danse type Balboa qui va nous permettre d'être un peu plus confortable sur des tempos piquants. Mais je comprends ce besoin pour les orchestres de faire, un peu comme un DJ, de faire en sorte que les danseurs restent sur le parquet le plus possible et dansent un max. Et à la fois, je me dis que parfois, pour vous, ça doit être de faire tous ces compromis. Est-ce que c'est pas une forme de frustration par moment? Et j'imagine que ça se gère, mais jusqu'à quand c'est presque intolérable? Bah, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles je disais que ça m'intéresse pas de jouer que pour des danseurs. Mais après, les compromis, moi à chaque fois que je fais un set pour les danseurs, je finis par un ou deux un peu rapide. Comme ça, je sais que vous applaudissez pas et que j'ai le temps d'aller boire une bière entre les 2 sets. Et puis que je pense que les danseurs comme les musiciens, enfin en tout cas j'espère, aiment les défis et que quelques tempo up au milieu d'un set, ça dégoûte pas tout le monde. Oui. Mais oui, je sais pas. Moi ça me pose pas tellement de soucis parce que quand je joue pour les danseurs, je suis content. Donc je fais en sorte que ça se passe bien pour eux et puis que professionnellement en fait, tout simplement on me rappelle. mais je fais pas que ça, donc je me pose pas la question de façon
c'est dur quoi, c'est pas chiant, c'est pas une contrainte, d'accord. je me sens pas prisonnier de ça. Puis tu trouves ton contentement dans d'autres Oui, puis, projets, donc bon, en ça... plus je suis un musicien qui aime bien les tempos médiums. D'accord. C'est même un de mes défauts je pense, donc ça va. D'accord, bah oui, bah, c'est les danseurs aussi. Parce que c'est rigolo parce qu'on parle que des tempi up, mais jouer une vraie balade, un tempo très lent, ça embête autant les danseurs coach Ouais, que les tempo up, les, en fait, j'ai l'impression. Hein, les mais, deux extrêmes sont difficiles, donc on va sur du très très lent. Il y a la nécessité d'avoir des techniques spécifiques et on les alors, a pas tous. une fois, j'ai joué, je sais plus ce qu'on jouait, un truc bien lent, un blues, et il y a des gens qui ont dansé, une danse que j'avais jamais vue. Ouais. Alors, on m'a dit, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, que c'était du blues, du coup, la danse. Il y a la danse blues. Ouais, C'était vachement beau. ouais, c'est très élégant. Et c'est rigolo, ça a été une de mes deux petites claques de danseur. Ma première vraie claque, c'est le Balboa. Je suis super fan de Balboa. Ouais. Je t'ai dit une bêtise, alors je crois que la première fois que j'ai joué pour des danseurs, c'était au PSF. Ouais, Provence Film Festival. C'est un de mes tout débuts avec le Dixit Jazz Band. On a joué pour genre la soirée de clôture où il n'y avait pas d'orchestre. On a joué sur le parquet devant. Et il y a eu un moment, une démo de Balboa. Ça m'a marqué. Ah ouais. Et je pense que c'est un de mes premiers plans en fait pour les danseurs. Ouais, c'est pareil, le Balboa, c'est très élégant aussi. Ah ouais, je suis Le trop fan. blues, le blues aussi se répand de plus en plus dans le sud-est, pas encore suffisamment assez. On n'a par exemple pas de grands profs qui pourraient vraiment propulser tout ça, comme ça peut être le cas à Toulouse ou à Paris, mais c'est en train, c'est en train. On en a qui adorent ça et qui se forment régulièrement. On va parler de la fameuse question influence. Mis à part Count Basie et Duke Ellington, est-ce que en fait, tu as le droit hein, d'avoir des influences aussi classiques et basiques qu'on peut retrouver chez d'autres. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'a fondé, toi, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené vers tout ça? En fait, j'ai un parcours musical un peu bizarre parce que j'ai commencé tard et je me suis retrouvé en classe de jazz au conservatoire sans être particulièrement un grand auditeur de jazz. J'en écoutais hein, parce que j'ai toujours été éclectique dans mes choix musicaux. Mais en fait, en vrai, je m'y suis retrouvé parce que mes copains rentraient en musique actuelle et que moi je jouais de l'accordéon et que en vrai le rock ça me gonfle donc je rentrais en jazz naturellement. Je dis naturellement parce que le classique était absolument pas évident pour moi, alors que finalement pourquoi pas. Et je me suis retrouvé dans la classe de Jean-François Bonnel et à cette époque-là, j'ai écouté beaucoup des trucs entre guillemets modernes, puisque ça veut un peu rien dire. Et ma première claque a été toute la West Coast, tout le cool jazz en fait, où j'ai vraiment apprécié les petits ensembles. Je pense à l'intégralité de Jimmy Giuffry, toute sa collaboration avec J-Moll, ça mérite le poil comme on dit. Le quartet de Mulligan avec Baker et encore mieux avec Brooke Meyer après. Toute cette vague-là m'a vachement saisi à ce moment-là. Parce que j'ai toujours aimé, je crois, la musique de chambre, les petits ensembles. Je trouve que c'est un bon moyen de faire sonner un ensemble tout en étant un individu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça me parle. Et je me suis fait fouter, comme on dit, par Jean-François, qui à juste titre m'a dit qu'il fallait écouter le début, en fait. Et ça a été, je pense, la vraie grosse claque pour moi. Je pense celle qu'il fallait, en fait. Donc évidemment j'aime éperdument Armstrong, Basie, Ellington, mais là j'ai plutôt envie de dire des trucs que personne connaît pour faire le malin. Ah ben vas-y, regarde parce que justement ça va dans les trucs qui m'ont marqué vachement ces derniers temps, il y a Joe Mooney dont je te parlais. Ça a vraiment été une mini claque, genre mais c'est qui ce mec, d'où il sort Bon, c'est un peu con, mais Jelly Roll Morton, que tout le monde connaît, j'espère, ça reste quand même quelqu'un de vraiment fondateur pour moi. Je me rappelle avoir écouté l'album de Marsalis qui s'appelle je sais plus quoi sur Jelly Roll Morton.
Et je me suis dit, putain, la modernité des arrangements, c'est génial. Et je me suis dit, genre, mais écoute les originaux. Donc j'écoute les originaux. Et en fait, la modernité était dans les originaux, en fait. C'est-à-dire que c'était pas particulièrement les arrangements de Winton qui étaient renversants, mais c'était Jelly Roll Morton, en fait, qui était assez génial. Donc j'écoute énormément Morton. Fats Waller et Lester Young, c'est les deux trucs que je pense pour travailler j'écoute le plus en ce moment. Après dans le jazz, c'est bien, Fats Waller on me l'avait pas dit encore depuis. C'est vrai, parce que j'étais en train de me dire que j'allais faire le malin avec des trucs que personne connaît, et je dis que des grands noms. Donc ça va. Alors Alice Hall. Ah. Ouais, alors là je fais le mec qui chipote, hein. Je crois qu'il existe 2 ou 3 enregistrements d'elle sur lesquels je suis tombé par hasard. C'est une accordéoniste, je crois des années 30, mais je trouve rien sur elle, donc c'est très compliqué. Ça joue sa race, c'est ouf. Genre, alors en plus, dans les clichés, elle joue comme une femme, non, il y a une énergie de dingue, il y a de l'humour, ce qui est important pour moi. Je te conseille d'aller une oreille. Dès que je vais écouter tout ça. What is the thing called love? C'est mon préféré, de peu d'enregistrement. D'accord. Dans les trucs. J'ai un moderne que j'adore, entre guillemets, parce que c'est une vraie moldifique aussi. Il y a Marty Gross, le guitariste-chanteur, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Non, je crois pas. Partie du revival américain. Et il a une discographie plus longue qu'il n'en faut. Et tout est génial. Moi, je suis fan. Je cherche, pardon. Ardent Dame, j'ai déjà dit tout à l'heure. Ça en fait beaucoup. Et à chaque fois, par exemple à l'adolescence, t'écoutais vraiment du jazz et tout ça, ou t'écoutais Jean-Jacques Goldman Non, faut pas déconner quand même, on se parle bien, t'es gentil. Non, j'écoutais vraiment beaucoup de ska. D'où les Shrimp. J'écoutais beaucoup de ska, pas mal de rap français, enfin pas mal, un peu de rap français. Qu'est-ce que j'écoutais ? Beaucoup de chansons françaises, c'est la raison pour laquelle je me suis mis à l'accordéon en fait. Toute la scène, tu sais, française, genre Tête Raide, toute cette vague-là en fait, qui est mon premier concert de toute ma vie. Non, La Tordue, pardon, c'était La Tordue, même niveau. Enfin, même. C'est toute la même scène, quoi. Toute la même scène, ouais. Pas mal de ska. J'écoutais un peu de jazz. J'ai l'album culte des Messengers qui tournait beaucoup. Ouais, donc c'est venu après, en fait, En fait, c'était concomitant. Je me suis vraiment mis au jazz quand je me suis retrouvé en classe de jazz, en fait. C'est assez étrange hein, comme rapport. D'autant que maintenant, j'ai beau avoir une écoute éclectique, j'écoute quand même quasiment que du jazz, quoi. Même si, bon... tout à l'heure j'écoutais du hardcore en faisant mes courses, mais c'est rare, quoi. C'est marrant, mais moi c'est un peu pareil, quoi. Dans la voiture j'ai Gojira, mais sur le retour j'ai Jimmy Lunsford, quoi. Oui, en fait on m'a déjà posé cette question parce que j'ai eu un moment où je jouais avec des copains de fac en jeu du post-hardcore. Oui, monsieur. Carrément. Et en fait, on posait toujours la question mais c'est bizarre de faire ces musiques-là, mais j'ai toujours abordé toutes les musiques que j'ai abordées, je crois, par le même biais, en fait. Disons que les intérêts que j'avais dans cette musique-là, ou les autres musiques que j'ai pu pratiquer, sont un peu les mêmes que j'ai là maintenant, en fait. Ce qui avait peut-être moins et qui, moi, me plaît maintenant, c'est le côté tradition et historique, qui est très présent autour de moi et dans la musique que je fais. Tout ce rapport aux instruments d'époque, ou au bidouillage, à se poser la question de mais si ça sonne comme ça, c'est peut-être que ça n'était pas foutu pareil que maintenant. Je me suis acheté cet été ma première batterie d'époque, de 1920, mon Tempo Animal, l'intégralité, elle est sur Facebook, allez voir. Non, ça c'est pas celle que j'ai retapée. Celle que j'ai achetée, je l'ai achetée en Italie, un musicien de jazz traditionnel qui revend des instruments. Et elle est d'époque. D'accord. Alors elle n'est pas en état d'époque parce qu'elle a été quand même nettoyée avant qu'on me la vende, j'imagine. Ouais. Et puis les peaux de bêtes sont neuves. C'est un tanneur de maintenant qui les a faites, mais bon, c'est quand même intégralement des peaux animales.
Et tout le hardware, donc ce qui veut dire ni cymbale ni fût, donc tous les pieds de cymbale, tout est d'époque entre 1920 et 1930. Donc j'ai des petites pièces d'histoire dans les mains quand tu... Je sais pas si tu vois là-bas, mais il y a une pédale de grosse caisse qui date de l'époque où la pédale de grosse caisse a été brevetée. Donc c'est... Wow, c'est assez ouf. En plus, j'avoue que pour l'histoire du jazz, la batterie me passionne assez parce qu'il est très facile de faire le parallèle entre l'évolution de la batterie et l'évolution du jazz. Oh oui. C'est-à-dire que le swing apparaît à l'époque où la pédale de Charlet est brevetée. Le jazz apparaît à l'époque où la pédale de grosse caisse est brevetée, où forcément du coup c'est plus des marching bands où on s'assoit, du coup on paye qu'un musicien à l'autre deux, puisque grosse caisse claire se fait avec qu'une seule personne. Et en plus je trouve assez fascinant l'attirail des batteurs des années 20 est vraiment, je trouve, représentatif du fait que la musique jazz est une musique américaine, donc de métissage complet. C'est-à-dire que sur la batterie, il y a la grosse caisse et la caisse claire entre guillemets européenne, donc de fanfare militaire. Et il y a la cymbale turque, la cymbale chinoise. Il y a les tomes, l'intégralité des tomes qu'il y a sur les batteries de maintenant, en fait, sont issus en fait des tomes de prières chinoises. En fait, à la base c'était rouge, il y avait des dragons dessus peints, et en fait ça vient de là. La batterie, il y a des tomes à cause de la culture chinoise. C'est gros métissage. Ouais. C'est improbable. Et puis il y a bon, évidemment toute la pratique qui vient de l'Afrique. Tout ce qui est cloche ou woodblock qui en fait se trouve dans plein d'autres cultures. La batterie, je trouve, c'est vraiment l'exemple typique de la musique jazz et américaine à cause du métissage, quoi. Juste pour rappeler aussi, tout simplement, le hi-hat en anglais, le Charlet, le nom complet c'est Charleston. Une danse. Qui est une danse, et les deux sont imbriqués en fait. Tu sais, il y a un truc rigolo que j'ai lu dans À fond de cale, le bouquin d'histoire du jazz marseillais, qui est vachement intéressant, où il y a un paragraphe qui explique qu'en fait en France, en tout cas à Marseille, parce que c'est situé sur Marseille, on appelait un orchestre de jazz, avec deux S, parce que c'était pas encore bien fixé, le jazz avec deux Z, on appelait un orchestre de jazz ou de jazz, un orchestre qui avait une batterie en fait. Le jazz, ou le jazz, c'était la batterie. Parce qu'à cette époque-là, ça n'existait pas en fait. Parce qu'en plus, on dit batterie en France, mais c'est batterie de percussion. En fait, c'est un diminutif. En classique, la batterie de percussion, c'est l'ensemble des percussions qu'on utilise. Et quand on regarde les photos, ce que je conseille de faire, parce que c'est super fun, d'aller voir les photos de batteurs et les batteries d'époque, entre le kitsch des peintures de peau de grosse caisse et le bordel qu'ils avaient, parce qu'il y en a où, alors, plus chez les batteurs plutôt blancs, il y a beaucoup de timbales, de cloches tubulaires, il y a des enregistrements, bon, du coup le batteur était pas blanc, mais il y a des cloches tubulaires dans plein d'enregistrements de Duke Ellington. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'une cloche tubulaire. Genre le mec il se trimballait des cloches tubulaires en concert, quoi. C'est les grosses cloches noires là qu'on accroche. Non, c'est des tubes. Ah oui, tubulaire. C'est des tubes accordés, et ça, en fait, on dirait une flûte de pan géante, en fait. Et les mecs, avec des marteaux, tapent dessus, quoi. D'accord, et c'est accordé, il y a une pédale pour couper la résonance ou pas. On en voit dans les orchestres classiques, en fait. C'est ce que j'allais dire, voilà. Il y a des enregistrements d'Ellington où c'est Greer à la batterie, où genre, il fait des mélodies, genre il se lève de la batterie, et en tant que batteur, il va taper les cloches tubulaires pour faire un riff sur une grille de blues, quoi. C'est trop puissant, sans parler des crécelles, des triangles. Il y avait plein de batteurs et de percussionnistes de l'époque en plus qui faisaient un peu des gigs à la radio, parce que c'était l'âge d'or du théâtre radiophonique, donc ils faisaient les bruitages. Donc il y a des mecs qui utilisaient des bouts de bois qu'on se servait pour faire le bruit des sabots ou des crécelles, ou ça fait partie du set de batterie de l'époque en fait. C'est rigolo parce que je fais toujours le parallèle entre les sourdines de la trompette, et, enfin tous les trucs qu'on met dans la trompette pour changer le son et les pédales de Jimi Hendrix, mais finalement la batterie c'est pareil, quoi. Quand on écoute les batteurs sur les disques, c'est quoi ce son ? Parce que quand on est batteur de vieux style et qu'on repique, on passe plus de temps à se dire mais c'est quoi ce son que de se dire quel rythme il fait. En fait. Et puis en plus la qualité des enregistrements, c'est que souvent on les mettait très loin au fond de la salle. Alors c'est pire que ça. C'est que des fois on leur demandait de pas jouer certains morceaux de la batterie, notamment la grosse caisse, parce que ça faisait sauter le sillon en fait quand ils gravaient. En fait, si on veut entendre comment les batteurs jouaient en 1920 et un peu avant, il faut écouter les enregistrements tardifs des batteurs de l'époque. Genre
Alors, le trio Béché, Lil Harding et Zooty Singleton, qui est un de mes deux batteurs préférés, en fait, est un peu tardif. On entend vraiment comment joue Zooty Singleton. On entend la grosse caisse très très forte, très très grave sur tous les temps. Vraiment le boum 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 qui résonne et qui faisait, à mon avis, le booms pour les danseurs sur les j'ai bouffé le mot. Sur les dance floors. Je pensais aux scènes en bois en fait, sur les estrades. Sur les estrades, d'expérience, poser une grosse caisse d'époque sur une estrade en bois, ça fait un son. Ouais, ça doit résonner comme il faut. C'est génial quoi. Du coup, si on veut vraiment entendre le son qu'ils avaient, même s'il me paraît improbable qu'ils aient pas un peu évolué dans leur style musical, parce que en fait, ils ont entendu d'autres batteurs et que la musique évolue, mais je pense que c'est là qu'on les entend le mieux jouer, parce qu'on les entend jouer avec la batterie complète quoi. Et il y a plein de petites formations comme ça où on entend bien Baby Dots aussi et Zooty Singleton jouer la batterie. Ce qu'on écoutait quand t'es arrivé tout à l'heure à la maison il y avait Baby Dots à la batterie, c'est un instrument un peu tardif et on l'entend jouer quoi. J'écoute ce disque tout le temps en ce moment, on entend tout quoi. D'accord. C'est super. Alors que quand on repique le Hot 7 ou le Hot 5 d'Armstrong, pour entendre Singleton ou Dodds, il faut mettre fort quoi. Ouais. En tant que les cymbales. Et après, il y a eu une autre évolution majeure aussi liée au jazz. C'est Jonathan Stout, qui est un guitariste américain qui nous avait fait un cours de musicalité et qui disait que il y a eu le passage du tuba ou du souba à la contrebasse en fait. Et que dans les orchestres de jazz, ça a été aussi assez déterminant de pouvoir passer du pom, 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 de passer de ça à alors au walking bass. Vas-y, comment tu vois ça? Humblement, parce qu'il ne faut pas prendre tout ce que je dis comme une vérité, loin de là. Je dirais que c'est plus complexe que ça quand même, parce que il y a eu les deux, contrebasse et tuba, plus ou moins en même temps pendant un moment. Le tuba a disparu à un moment pour des contraintes, à mon avis, différentes de celle-ci. Et honnêtement, quand on écoute les tubistes de l'époque, alors évidemment que ça drive pas pendant 7 minutes à la noire, à Bure, comme un bassiste pourrait le faire éventuellement. Mais ça drive quand même bien, d'autant qu'à l'époque, les bassistes font pas forcément le walk swing ou bop. Donc, en fait, le boulot reste quand même plus ou moins le même. Honnêtement, moi, je dirais que la grosse différence, c'est le son, en fait. Et le timbre, et la quantité le volume sonore que ça fait, quoi. Enfin, tu vois. Mais parce qu'il y a plein de petites formations que j'adore aussi, parce que tout à l'heure je disais que j'adorais les petites formations, et dans le vieux style on pense souvent au septet d'Armstrong ou les petits orchestres de King Oliver, dont je suis absolument fan évidemment, mais il y a plein de petites formations sympas parce on a l'impression que le guitare a remplacé le banjo à un moment pour des raisons, mais il y avait déjà des guitaristes à l'époque, c'est juste qu'ils du coup ils jouaient pas avec des batteurs, 3 trompettes et un tuba, ils jouaient avec un violon et une contrebasse. Donc là, ton banjo, ça passe. La guitare. Guitare. Et je sais pas, quand on écoute Venuti, tous ces petits ensembles à cordes, en fait, c'est vieux aussi, en fait. Et c'est pas pour des raisons autres que stylistiques, à mon avis, et peut-être éventuellement de volume sonore. Mais je suis pas sûr que ce soit si... Pour toi, c'est en même temps, en fait, et c'est pas forcément... Il n'y a pas forcément de rupture, en fait. Ouais. En plus, tu sais, je trouve qu'on met... bon, ça, c'est parce que c'est bien plus pratique et je sais pourquoi on le fait, mais on met des espèces de on-off chronologiques. Genre, quand le swing apparaît, ça fait comme ça. Et en fait, ça se chevauche. Il y a plein d'enregistrements d'Ellington, qui est un des princes du swing, un des rois du swing, où il y a du tuba. Et où le batteur, qui est mon batteur préféré, Greer, en fait, n'a pas de charlet. Ah ouais. Pas de charlet, et il y a plein d'enregistrements de Benny Goodman où le batteur joue sur la caisse, parce que c'est des batteurs qui ont appris, comme tous les batteurs de l'époque. En fait, le moment où le pédale de Charleston est inventé, où le swing apparaît, d'un coup, tous les batteurs se mettent pas à jouer. Tu vois, et c'est pareil pour... faut le temps de digérer l'invention, quoi. C'est pareil pour tout, en fait. Je pense que les choses se chevauchent et sont toujours plus compliquées, mais après, honnêtement, oui, un drive de contrebasse et un drive de tuba,
Ça fait vraiment pas pareil. Ouais. Ça fait pas pareil, mais je suis pas sûr que ce soit forcément pour des raisons si strictes que les choses évoluent. Parce qu'on... Je sais pas. Après, dans le son, quand même, c'est vrai que ça va donner des textures et des groupes différents, quoi, Oui. entre un orchestre qui va être plutôt typé New Orleans avec un tuba, un banjo et une batterie itinérante, et un orchestre avec un set de batterie complet, une contrebasse, une guitare Alors, électrique. tu vois déjà, par exemple, pour chipoter, j'aurais tendance à dire que quand c'est itinérant, on s'approche de c'est plus du jazz. Ouais. C'est du marching band ou de la Ouais, fanfare. c'est Alors, quand je dis que c'est pas du jazz, c'est absolument pas péjoratif du tout. vrai. Ouais, Mais un des trucs qui fait pour moi que le jazz est inventé, c'est que les orchestres se fixent justement. La différence en fait entre le marching band ou typique qu'on imagine à Nouvelle-Orléans qui accompagne les enterrements et le jazz naissant à ce moment-là, c'est notamment ça en fait. Le set de batterie est pas le même parce qu'il y a un mec fixe qui trimballe son bordel, notamment ses cloches tubulaires, tu vois, par Ouais. exemple. Et pour moi, d'ailleurs, clairement, la façon de jouer est pas la même. Quand on écoute grosse caisse claire sur un marching band ou une fanfare New Orleans, tu vois, c'est pas la même façon de jouer que Ouais. Baby Dodds à l'époque, à la Nouvelle-Orléans, qui, en fait, bossait aussi dans les marching bands. D'accord. Pour moi, il y a une différence, en fait. Et c'est un peu un des clichés, je trouve, de cette musique où quand on veut faire jazz New Orleans, on fait marching band, alors que pour moi, il y a quand même un peu une distinction. C'est lexique, je pense. Ouais, ouais. J'ai bien vu que Mais après, bon, là c'était vraiment pour chipoter et rigoler, mais tu vois, je pourrais te dire que par exemple, dans le vieux style, la contrebasse est plus importante parce qu'elle peut slapper. Ouais. Ce qui serait une contre-indication par rapport le tuba est mieux parce que ça fait plus vieux style. Tu vois, je trouve que Ouais, on vraiment peut les vite instruments aller ont pas le même boulot, quoi. Même, tu vois, je disais, Ellington avait un tuba, il avait aussi un banjo à une époque. Au début, il avait pas de guitare, il avait un banjo. Et il a pas fallu attendre que la guitare soit amplifiée pour avoir des guitaristes. Ouais. Tu vois, je trouve que tout est compliqué. Je me souviens d'autres discussions qu'on a eues à chaque fois extrêmement enrichissantes sur le jazz en général et plein d'autres choses. Et tu m'avais donné pas mal d'anecdotes sur des titres de chansons qu'on connaît, etc. Est-ce que tu pourrais nous en donner une, là? Un titre de chanson. Par exemple, je sais pas, la dernière fois on avait parlé de Sunny Side of the Street et tu m'avais donné des anecdotes. Alors oui, alors, Tu vois, est-ce que tu as des trucs comme alors ça le truc des anecdotes, c'est que moi je les retiens parce que je trouve ça toujours chouette. Qu'elles soient vraies, Après, c'est oui. autre chose, tu vois. Alors ça, c'est Jean-François Bonnel qui m'a dit, parce que je lui disais, genre, quand même, ça là, le texte il est naze. Parce que je veux bien que, bon, c'est pas le texte qui compte forcément, mais alors celui-là, enfin, pour ceux qui savent pas, On the Sunny Side of the Street, c'est pas très intéressant, quoi, je trouve. Et il me disait que peut-être, à l'époque de la ségrégation, en fait, quand il faisait chaud, les noirs marchaient pas à l'ombre pour laisser la place aux blancs, en fait. Du coup, le fait d'assumer de marcher du côté ensoleillé de la rue, c'est un genre de revendication sociale, genre je m'en fous de pas avoir droit à l'ombre. Ouais. C'est un truc intéressant. Mais c'est vrai que j'aime bien tous ces détails-là. Tout à l'heure, avant qu'on enregistre, on parlait d'une série que je trouvais intelligente et pleine d'humour, et je te dis, c'est ce qui est important pour moi aussi. Et je trouve que c'est un des trucs que j'apprécie énormément dans le jazz, c'est son humour. Les jazzeux sont drôles, mais ils sont pas drôles quand on parle avec eux, ils sont drôles quand ils font de la musique. Et j'ai commencé une collection à moi que j'ai appelée Good and Bad Joke in Jazz, parce que les discographies de jazzmen sont remplies de blagues. J'en ai une que j'adore de Jelly Roll Morton qui s'appelle Billy Goat Stomp, genre le stomp de la chèvre à Billy, et il y a un type dans le disque qui passe son temps à faire la chèvre. À chaque break, il fait Ouais. C'est complètement con. Ça me fait super rire. Il y en a plein comme ça. Ouais, c'est vrai, il y a un côté cartoon. J'en ai entendu une horrible de Fats Waller il y a pas longtemps. Ah, c'est le chef, lui, quand même. Ouais, mais alors là, si les féministes nous écoutent, c'est le moment de sortir vos hashtags. La chanson s'appelle, alors je vais pas le faire en anglais parce que mon anglais est catastrophique, c'est genre Où étais-tu la nuit du genre 11 juin ou une date, je sais plus laquelle. Et la chanson, en fait, il dit à sa femme, genre, t'étais où? T'étais avec qui? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, tu veux pas parler? Tu vas parler. Parle femme, et d'un coup il s'arrête. Et il met une claque à sa femme. Genre, il arrête de jouer du piano en disant tu vas parler femme, t'entends sa main qui claque comme s'il mettait une gifle à sa femme, ouais. et il reprend le refrain. Oh, ouais.
Bon, bref. Mauvaise blague. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, aujourd'hui, ça passe plus. Mais Moi je pense qu'à l'époque c'était déjà une blague quoi, un ouais. peu craignos, mais oui carrément, je faisais la vaisselle en écoutant ce morceau là. Je me suis arrêté genre waouh. Ah, mais je serais curieux de lire ton recueil quand il sera bien avancé. Ouais, si j'en suis assez fier, je la sortirai. Ah, il y a Stuff Smith qui a un morceau où en introduction il t'explique comment compter. Genre il te dit tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Sur les chiffres où il y a un 0 on fait et sur les chiffres où il y a je sais plus quoi on fait 1. Du coup il fait 1, 2, 3, 4 et ça dure jusqu'à 100. Le morceau ce n'est que ça. Ouais, Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Pareil dans les trucs qui me font rire parce que le mec il invente une méthode pour compter sur un morceau. Quand on sait qu'à l'époque enregistrer c'était pas aussi facile que maintenant, il fait quand même un peu de volonté, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il y a. On évoquait Louis Armstrong et Fats Waller. Je les entends je les entends chanter, j'entends qu'ils sourient et qu'ils se marrent. Dans les sourcils, moi je trouve. Ou Le Fats. il y a ce truc-là, quoi. Dans leur voix, dans leur timbre, leur manière, leur prononciation, on entend qu'ils sont en train de jubiler, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, moi, la portée de leur texte m'échappe encore. Je suis à la surface des choses, de tous ces... J'ai déjà tellement de choses à... Moi, depuis quelques temps, j'ai décidé de faire attention. Je sais qu'il faudrait que j'y aille un petit peu. Et alors, en plus, d'où l'intérêt, je trouve, de regarder un peu des séries en VO américaines, notamment sur toutes les cultures urbaines, afro-américaines, italiennes, et toutes les grandes immigrations en fait, américaines, où on commence à entendre un peu le jargon en fait, qui nous est sous-titré. Après, tu réécoutes tes standards de jazz, et ça prend une autre dimension. Genre, je sais que quand j'ai su ce que voulait dire Big Butter and Eggman, qui est un classique d'Armstrong, ah d'accord, j'ai compris la chanson parce que... c'est quoi un Big Butter and Eggman, c'est quelqu'un qui entretient sa famille. D'accord. C'est le côté péjoratif du papa qui entretient sa femme et ses enfants, tu vois. Du coup, Lil Harding chante I want a big butter and eggman. En fait, elle veut pas un mec avec un gros cul, avec une tête d'œuf, en fait. Enfin, c'était éclairant pour moi de savoir de quoi elle parlait, quoi. Et je trouve assez fascinant ça, parce que c'est clairement de la musique populaire, au sens dont on entend maintenant. J'ai eu une révélation en lisant un bouquin d'histoire sur Morton. General Morton, c'était le Joey Star de l'époque. C'est-à-dire que le mec avait des diamants sur les dents. Ah ouais. On l'appelle Jelly Roll Morton parce que Jelly Roll, c'est gâteau roulé et c'est une métaphore sexuelle. Le type était proxénète. Il portait que des costumes italiens taillés sur mesure, mais genre bling bling à fond. Il revendiquait d'avoir tout inventé dans le jazz. Enfin, je pense qu'on peut dire que c'était un peu un sale type de ce qui nous en reste, mais c'est Joey Star, quoi. Genre les dents en or, la marque de fringue à lui et les meufs à poil dans les clips, c'est... Ah ouais, c'est Jelly Roll Morton. C'est vrai qu'on a du mal à se remettre souvent en contexte, tout ça. Oui, du côté... C'est rigolo que le rock soit resté si sulfureux et que le jazz soit devenu si... comment dire... de conservatoire. tu vois. Et j'ai une idée là-dessus, mais elle est très péjorative envers le rock. Je pense que la différence fondamentale est l'intérêt musical. Genre je pense que le jazz demande quand même une maîtrise instrumentale, technique, musicale, que j'espère un jour avoir. Tu sais, genre c'est pas un truc que je pense avoir, hein, que je revendique là en disant genre... mais je pense que quand même, par rapport à d'autres musiques qui ont été sulfureuses au cours du XXe, elle a quand même une tradition qui est pas si facile. Ça demande de bien bosser pour... Entre les jambes d'Elvis et Freddie Crump, je sais pas si t'as déjà vu cette vidéo, ce batteur là qui fait le mec bourré et qui joue en tournant autour de sa batterie. Genre il rigole en rythme, il jongle avec les baguettes, il fait des roulades, et en fait c'est dingue parce que c'est super en place. On dirait un chorus de batterie, était mort de rire. Le mec il fait le show, il fait le cirque. Ce que moi je reproche assez souvent en rock en fait, c'est que du show. C'est très péjoratif, je le pense pas vraiment, on est d'accord. Hein. Mais genre, je trouve que là, il y a quand même une maîtrise technique. Et cette maîtrise technique a un peu fait qu'on s'assoit pour écouter au lieu de continuer à danser. La boucle est bouclée.
j'aime les danseurs pour ça. Waouh, quelle belle sortie. Ouais, je suis pas peu fier. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Moi, j'ai appris plein de trucs. J'espère que les auditeurs aussi, et j'en doute pas. J'aimerais en fait des fois me dire qu'on laisse le micro ouvert toute la nuit, tellement je sens qu'on pourrait échanger encore longuement sur le jazz et son histoire. Peut-être pour conclure, est-ce que tu pourrais nous conseiller quelques lectures jazzesques? Alors, pour les gens de la région, je trouve que le À fond de cale 100 ans d'histoire de jazz marseillais est assez cool parce que on se rend compte que Marseille a été quand même une ville très importante dans l'histoire du jazz français et que la France a été très importante dans l'histoire du jazz, ce qui m'a, pour moi, était assez surprenant. Je ne me rendais pas compte à quel point en fait. En lecture comme ça, il n'y a rien qui me vient. Il y a un documentaire que j'adore pour le jazz français et l'accordéon, donc on en parlait tout à l'heure, qui s'appelle Le blues du musette, où en fait c'est un documentaire sur Joe Priva, mais finalement il parle moins de lui que de la culture des baloches de l'époque, en fait, de la grande époque des baloches, quoi. Dans les livres que j'ai lus, y a rien qui me vient. Un truc fun, c'est pas du tout un livre d'histoire, il y a Banjo de. Putain, j'ai peur de dire une connerie. McKay, un auteur jamaïcain qui a écrit un roman cultissime maintenant sur un musicien noir américain qui s'est fait volontairement radier sa nationalité américaine pour se barrer du pays en fait et se retrouver à Marseille à tenter de monter un orchestre. Quand on connaît un peu Marseille, c'est fun parce que ça se passe dans Marseille au début du siècle dernier, quoi. C'est assez chouette. Après, je crois que tous les bouquins d'histoire sont toujours bons à prendre. Il y en a qui sont plus ou moins théoriques sur la musique. J'aurais tendance à penser que si on veut apprendre quelque chose sur un art, même s'il s'agit d'histoire, on est obligé de se pencher sur la technique. Enfin, c'est comme pour la peinture, on est obligé de se bouffer des termes un peu techniques, donc il ne faut pas avoir peur, d'après moi, des exemples musicaux. Ouais. Même écrits ou des trucs un peu techniques, surtout que en plus si là on parle à des danseurs, on a les mêmes mots, je trouve. Oui, à peu près. Ou du moins on devrait. Parce que on compte en 8 et vous en 4, mais c'est... Ouais, mais c'est pareil, on pourrait dire qu'on compte en 8 croches. Mais Ok, ben merci beaucoup et peut-être conclure sur tes projets. T'as d'autres, après les Starship Stompers, il y a quoi qui va pousser? Là, comme je te disais, je bosse pas mal en ce moment mon répertoire perso. Là, je bosse un répertoire d'accordéon solo, ragtime et jazz trad. Ce qui est assez fun parce que finalement, je connais personne qui fait ça. Alors, je cherche pas particulièrement à être novateur, mais je m'attendais à ce que ça existe. Mais de tout ce qu'il y a de traditionnel en accordéon, c'est souvent de l'orchestre ou du moins de la petite formation, alors que l'accordéon est un instrument qui permet de jouer seul. Donc je suis baladé entre des arrangements, des réductions de petits ensembles ou des trucs de piano. Mais je peux pas le faire, donc je me démerde un peu comme je peux avec ce que j'ai là. J'essaie de faire tourner les Starship Stompers, et puis j'ai toujours mes projets auxquels je tiens assez fort, hein, Jazz et Java, le Dixie Lexic dont on n'a pas trop parlé, où je suis, c'est un des orchestres que je dirige où je suis au washboard, un truc qui est vraiment centré sur les toutes petites formations des années 20, qui n'est pas les trucs les plus répandus, donc on fait beaucoup de Clarence Williams et des trucs comme ça. J'ai tous mes projets avec Renaud Perret ça se passe bien cet été. Le Big Band qu'on a eu la chance de découvrir. C'est vrai que ça on n'en a pas parlé, mais ça franchement c'est un peu le projet pour les copains. Les Syncopathic Stompers. C'est un mini Big Band. Alors en vrai c'est un vrai Big Band, hein, mais quand on dit Big Band, les gens ont l'impression qu'on va être 60. C'est un Big Band, on est 10. Et on joue de la musique années 20, années 30, donc du vieux Ellington, du vieux Fletcher Anderson, du King Oliver, du Benny Moten. Qu'est-ce qu'on a et puis plein d'orchestres en fait de l'époque qui sont peut-être moins connus maintenant, mais qui étaient des orchestres qui faisaient le boulot à l'époque et qui sont assez chouettes à découvrir. Donc ça c'est
On espère que ça va tourner parce que je pense que c'est un des meilleurs concerts que j'ai fait de cet été. On a fait une date cet été, c'était trop cool. Ouais, c'était En plus, je venais de recevoir ma batterie d'époque, j'ai joué dans un. D'époque. Genre, D'époque, là, on était dedans. c'était super cool. Et Ouais. puis, oui, bah, le Small Swing Machine qui est un projet super, un truc complètement de Benny Goodman. J'espère pouvoir rejouer avec le No One But Five qui est en fait, on en a pas parlé tout à l'heure, un hommage à Jimmy Noon, Oui. le grand clarinettiste des années 20 qui avait un orchestre dont la particularité avait de pas avoir d'embouchure. Les deux solistes étaient sax alto et clarinette, ce qui était complètement improbable pour l'époque, parce qu'à l'époque la trompette était roi, mais lui, non. Qu'est-ce que... J'ai un projet improbable mais qui est super chouette qui s'appelle le Spiritual Jazz Orchestra, où en fait on a une base quartet jazz traditionnelle, donc banjo, tuba ou sousa, ça dépend, et moi la batterie, et deux chanteurs de gospel, une chanteuse et un chanteur. Cool. Ça Et du coup, on mélange ce truc-là, et c'est rigolo de bosser comme ça, parce que entre nos clichés de travail et d'esthétique vraiment trad, et leurs clichés et leur façon de travailler gospel, il se passe des trucs. C'est assez chouette. On a joué cet été, c'était chouette. Qu'est-ce que... Ah oui, avec Renaud a monté les Harlem Serenaders, où on joue que du Ellington. Alors ça c'est vraiment tout neuf, hein. Il y a d'ailleurs quelques vidéos qui baladent maintenant sur YouTube. J'ai vu ça. On est entre... Alors, deux, j'y suis pas. Donc Marie Gautran et Renaud Perret, plus moi, plus Hugo Sougia au trombone, plus... C'est ton prof, ça y est. Non, j'attends encore, mais... plus d'autres personnes, je vais pas faire la liste, mais genre on est 7 et c'est que de la musique d'Ellington, mais... En fait c'est rigolo parce que c'est de la musique d'Ellington, mais c'est plutôt autour des solistes d'Ellington qui ont enregistré de leur côté, genre Johnny Hodges ou tous ces gens-là, en fait, en petite formation, donc ça sonne comme du Ellington quand même, mais on n'est pas sur l'orchestre, quoi. C'est un septet. C'est... Encore une fois, c'est un truc où je me retrouve complètement parce qu'il y a de l'arrangement, donc il y a un travail général, enfin de global de l'orchestre et des individus, quoi, pas des pupitres, tu vois. Et tu donnes des cours des fois de musique ? J'ai eu un moment où je travaillais dans mon Ardèche natale dans une petite école de musique. J'y fais encore quelques remplacements et j'y vais tous les ans pour les événements parce que je trouve important de soutenir cette école. Déjà parce que il y en a pas en Ardèche et qu'en plus celle-ci a une pédagogie que je trouve assez géniale. C'est une école soutenue par Vincent Landel, qui est quand même un bonhomme qui rigole pas dans la région, quoi. C'est un acharné de travail et qui a une façon de voir les choses en musique qui est assez géniale. Donc j'y retourne très volontiers régulièrement. Il m'arrive de filer quelques cours individuels d'accordéon, mais j'aime enseigner, je ne vais pas dire le contraire, mais disons que ça prend du temps pour bien le faire, parce que c'est un vrai métier, et j'ai pas envie d'être le prof parce qu'il n'est pas musicien, ou tu vois, ce truc de... Par défaut. Je dis pas non quand ça se présente, mais en général je dis non. Genre, si ça se présente bien, je veux dire, j'en suis la personne, je pense qu'il y a un vrai feeling. Ou j'ai eu des super expériences de prof. J'ai enseigné à un monsieur un peu âgé qui venait de perdre sa femme. Pendant un an, ça a duré. C'était des cours trop bien. Il était passionné, ça se passait trop bien. Mais t'as beaucoup de demandes en accordéon ? Non, en accordéon. Non, non, puis en plus. Objectivement, on est dans une région qui bouge beaucoup culturellement, il y a des conservatoires et des écoles super tout autour de nous. Un prof particulier d'accordéon, il faudrait vraiment que je me bouge pour le faire, ce qui n'est pas, comme je te disais, pas mon but premier, et il y a des gens très très compétents qui le font dans des contextes, à mon avis, bien plus adéquats. En vrai, j'encourage les gens à aller au conservatoire ou dans des écoles super, plutôt que de prendre des cours particuliers, parce qu'un conservatoire, c'est quand même un service public qui offre quand même... pour le prix, je trouve un truc quand même assez génial, puisqu'on a la pratique de groupe, on a des gens quand même très compétents qui enseignent, c'est le métier, enfin tu vois, c'est... Ouais, c'est autre chose. Mais, je vais peut-être m'y frotter, qui sait. Il faut. Ouais, il faut. Je sais pas, parce qu'on dit toujours aux musiciens, mais vous dansez pas. Alors qu'on dit jamais aux danseurs, mais vous jouez pas. Ouais, non, mais c'est vrai, je remarque de plus en plus de danseurs sentent la nécessité de passer par
l'apprentissage d'un instrument de jazz, parce que c'est la continuité de tout ça, tout est mêlé, et de Bah, comprendre un peu mieux comment c'est foutu. tu sais, je pense que quand on demande aux musiciens si ça nous démange pas de danser, c'est tout à fait à juste titre, ça nous démange. On vous voit crapahuter devant, là, ça a l'air chouette. J'imagine que vous dites pareil en fait. Enfin, Ouais, peut-être pas tous, ou dans une moindre mesure, mais je sais pas, c'est comme si c'était en tout cas pour moi, au bout de 10 ans, une sorte de cheminement euh, naturel, quoi, Ouais, je comprends. de revenir à ça, et puis à vous qui me faites tant danser, est-ce que moi aussi j'arriverai un jour à faire danser d'autres? Tu vois, c'est de basculer. Ah, dans le but de la danse quand même. Ouais, Ok. j'aimerais bien, ouais. Bon, peut-être pas, on verra. Ah bah ouais, blague. Non, mais en même temps, en toute honnêteté, d'essayer de faire de la musique pour faire danser les gens, Ah, c'est quand même super. Enfin, c'est pas péjoratif, quoi. bah non, c'est cool. Puis il y en a même qui vendent des millions d'albums grâce à ça, hein. Ouais, Oui, je pense qu'il y en a même plus qui vendent beaucoup de disques en faisant danser que ouais, ceux qui font pas de danser. ouais. Ouais, finalement ça marche de faire ça. Putain, on tient un truc là. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Blah blah swing.